Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo des Databook Vivecard. Je dois avouer que ça fait quand même un petit pansement au cœur, hein, mais ça a été un véritable plaisir de revoir ces centaines d'informations, les avoir retravaillées, vous les avoir proposées. Bref, c'était vraiment trop bien, je suis trop content de cette petite série de vidéos. À vue d'œil, on a dû cumuler pas loin de 150 informations sur approximativement 80-90 personnages, et finalement on s'en rend pas compte, mais ça représente un taf immense. Alors je persiste, mais la totalité de ces informations viennent du site de Arthur, The Library of Ohara. Le lien est dans la description, j'en ai zappé volontairement énormément parce que toutes n'étaient pas hyper intéressantes. Donc j'ai dû essayer de condenser le tout et de sélectionner vraiment que les meilleures ou celles qui me plaisaient le plus en tout cas. Les Databook Vivecard n'étant plus publiés pour le moment, il est normal que cette petite série de vidéos s'arrête. Alors attention, par contre ce n'est pas définitif parce qu'une nouvelle vague va avoir le jour, sera publiée, mais en tout cas les Vivecard vont continuer de paraître et à ce moment-là on refera des vidéos. En tout cas, un grand merci à Kichi qui m'aura aidé à illustrer cette vidéo. Du coup ça m'a beaucoup allégé le travail pour l'écriture et la préparation des prochaines qui arrivent. Donc j'en profite pour mettre en avant sa chaîne parce qu'il le mérite vraiment en plus de ça. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à lui donner un peu de force. Allez, on a assez perdu de temps, mais la finalité à tout ça, c'est simplement merci à tous. C'est parti. On commence avec la grande flotte de Luffy et c'est Cavendish qui ouvre le bal. Son arme, Durandal, est un Meito d'un rang inconnu. Elle est créée d'un fer très flexible, ce qui explique pourquoi elle s'est courbée et non brisée face à Chinjao. La lame brille également contre la lumière du soleil lorsqu'elle est utilisée. Cette histoire de fer très flexible me rappelle grandement celui retrouvable dans les murs de Marineford qui parvenait même à résister à la puissance de Barbe Blanche. Plus encore, il pourrait être lié au Wepo Metal, un alliage à mémoire de forme que Franky a utilisé pendant les 2 ans d'ellipse pour créer le Franky Pirate Shogun. Le principe est le même que pour Durandal, le métal peut se plier à volonté sans se briser et même prendre des formes différentes. Il s'agirait donc de la première arme forgée en Wepo Metal. A l'origine, Oda avait l'idée de le rendre rival à Ace. Et c'est trop une bonne idée pour le coup. Au final, Ace n'a pas réellement eu d'impact dans la piraterie comme l'a eu par exemple Luffy en se faisant une multitude de rivaux et d'ennemis. Cavendish rival d'Ace aurait été vraiment cool à développer je pense. Il possède le haki de l'armement et de l'observation et il serait devenu un supernova il y a de cela 3 ans. Donc si l'information est correcte, alors Cavendish est un supernova déjà avant que Luffy prenne la mer, lui donnant ainsi une expérience supplémentaire. On passe à Suleiman. Il a un style de combat à l'escrime lui faisant décapiter ses adversaires grâce à sa rapidité. Il est d'ailleurs si vif que même les utilisateurs du haki d'observation ont du mal à l'anticiper. Ça se voit peut-être pas au premier regard, mais Suleiman et Cavendish ont vraiment bien accroché tous les deux et ils s'entendent même à merveille, expliquant pourquoi Suleiman a rejoint l'équipage de ce dernier. C'est une vraie bromance en fait qui a commencé entre eux, c'est mignon tout plein. Bartolomeo. Alors voir Luffy déclarer qu'il deviendra roi des pirates devant autant de monde tout en survivant à son exécution orchestrée par Baggy fut un tel choc qu'il a eu lui aussi la sensation d'être frappé par la foudre devant un tel miracle. Quand il était jeune, il dirigeait un gang qui avait une influence sur plus de 150 îles à travers East Blue, mais il a décidé de tout quitter pour devenir pirate en s'inspirant de Luffy. C'est le fanboy absolu de Luffy, hein, ça bouge pas, et ça permet de vous remettre cette scène légendaire de Barto imitant le Gomu Gomu no Pistol avec son propre fruit du démon. Ah là là. Don Chinjao. Il est considéré comme un pirate légendaire depuis qu'il s'est battu contre Roger et Garp durant sa jeunesse, ce qui a valu à sa grande réputation. Et dire que ce mec avec cette réputation s'est fait battre si facilement par Luffy, c'est sûr il y a des facteurs qui rentrent en compte hein, évidemment, tels que l'âge ou le manque d'entraînement, mais au final Oda nous a vendu ce mec comme un random parmi d'autres, alors que finalement il a une vraie histoire derrière. Son haki est particulièrement puissant et il en possède même les 3 formes, dont celui des rois. Sa prime d'il y a 30 ans s'élevait à 542 millions de berries, pour l'instant rien ne nous dit qu'elle a pu encore augmenter entre temps. Depuis des générations, la technique pour briser et ouvrir la glace se transmet dans la Hapu Navy. Le trésor caché à l'intérieur représente toute la richesse qu'a amassé la Hapu Navy pendant des centaines d'années. Il s'agit là d'une petite anecdote personnelle, hein, mais cette histoire a été étonnamment un des moments les plus marquants de One Piece, mais je ne saurais même pas expliquer pourquoi en fait. Je pense que déjà je trouvais le trésor vraiment colossal et au début je me suis dit mais comment celui de Goldie Roger pourrait être plus gros? Mais également par la façon si unique d'ouvrir cette cachette grâce à la puissance de Chinjao. J'avais trouvé ça vraiment trop bien fait. Donc en gros je sais pas, j'avais trouvé ça vraiment cool comme petite histoire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu une histoire qui vous a aussi marqué dans One Piece, autre que les habituels qu'on voit tout le temps. Après sa défaite face à Garp, Chinjao s'est retiré de la piraterie pour se focaliser sur l'entraînement de Sai, son successeur, afin qu'il puisse apprendre la capacité d'ouvrir la glace. Ce dernier possède d'ailleurs une grande force et un sens du leadership puisque depuis sa plus tendre enfance, il s'entraîne sans relâche. Il possède également les 2 formes du haki. Du coup je me demande quand est-ce que Sai va aller ouvrir et récupérer le trésor de Chinjao. Est-ce qu'on aura le droit de ça durant les aventures de Luffy ou allons-nous devoir attendre des événements post-One Piece?
Telle est la question. Hideo, il n'avait pas de prime avant de rejoindre la flotte de Luffy puisqu'il était simplement un athlète à l'époque et non un pirate. Ses coups de poing sont si puissants qu'ils peuvent causer une explosion assez importante pour repousser un géant. Tiens donc, et ça ne vous rappelle rien. Un coup de poing si puissant qu'il peut causer une explosion. Il semble que notre cher Hideo nous ait montré les premiers signes du haki de l'armement avancé permettant de déclencher donc des explosions ou des implosions. Il s'agit d'une nouvelle forme de ce haki que Luffy a appris et elle aurait été finalement teasée depuis plusieurs années à Dressrosa. Les coups de pied de Blue Gilly sont si puissants qu'ils lui permettent de frapper à travers les armures, résultat de longues années d'entraînement. Encore une fois, il semble que les coups de Blue Gilly démontrent une forme de haki de l'armement avancé en pouvant frapper à travers une armure. Sachant que Hideo et ce dernier sont très complémentaires et possèdent la même puissance, là encore on y retrouve peut-être une utilisation commune du haki de l'armement avancé, soit le Ryuo comme appelé sur Wano. Les Tontata. Bon, il y a une info sur la queue des Tontata qui possèdent plusieurs muscles et un os, leur permettant d'être plus agiles, mais pas sûr que ça intéresse tout le monde. Leur culture a toujours été d'être honnête et sérieux dans la relation sociale, expliquant pourquoi ils n'ont pas l'habitude des mensonges, des humains, et pourquoi ils sont si facilement manipulables. Léo et Mancheri sont bel et bien destinés à finir ensemble dans le futur, avec plein de bébés Tontata. Les géants. Ayurudin travaillait avec ses alliés en tant que mercenaire pour Baggy le clown, il a quitté ce dernier pour former son propre équipage de géants. Depuis son enfance, il s'entraîne sans relâche pour devenir un grand pirate d'Elbaf, chose qu'on a pu déjà voir dans le flashback de Big Mom, car oui, lui aussi la connaît très bien. Il possède un grand panel d'armes, mais sa plus destructrice est bien son poing, lui permettant de frapper plus fort qu'un éclair. Bien qu'il se soit fait rétamer la gueule littéralement par un Luffy simplement Gersigonda. Ouais, mais bon. Gers, la géante, c'est une personne incroyablement attentive, elle joue avec Big Mom lors de sa jeunesse en lui apprenant les coutumes des géants d'Elbaf. Après la destruction d'une partie de l'île par Big Mom, cela lui a laissé un véritable traumatisme qu'elle a pu surpasser des années plus tard en cherchant à devenir une grande guerrière. Elle fait désormais partie de la grande flotte des Mugiwara, aux côtés d'autres géants, notamment donc Ayurudin. Orlumbus. Il dispose d'une très grande culture, dans sa jeunesse il a lu plus de 10 000 livres, lui procurant ainsi une connaissance incroyable. Un gars qui s'entendrait donc parfaitement avec Nico Robin donc. Par contre, je me suis toujours demandé quelle pourrait être la culture dans One Piece. S'agit-il de livres d'histoire expliquant les origines de certains pays ou d'espèces? Bref, j'ai toujours rêvé de connaître l'histoire qu'ils apprennent dans One Piece, que ce soit sur Ohara ou même dans le même cas qu'Orlumbus. Elisabelo II. Il s'entraîne sans relâche pour protéger les siens et contrairement à de nombreux rois, il a l'espoir de pouvoir forger des liens et des alliances avec les autres pays. Il a bel et bien déjà détruit une forteresse en un seul coup de poing, par contre il n'a jamais affronté d'empereur, donc impossible de savoir pour le moment si son King Punch est assez puissant pour en blesser un. Je pense pas être le seul à avoir été choqué à l'époque où justement on nous avait vendu Elisabelo comme étant capable de vaincre un empereur, ou du moins de le faire tomber. Non parce qu'il a beau être puissant, hein, c'est quand même un sacré random une fois encore. Et bah il se trouve qu'au moins repousser un empereur est totalement envisageable comme nous l'avons vu avec Jinbei qui est parvenu à repousser Big Mom du Sunny. En tout cas un mec comme Elisabelo avec du haki l'armement et encore de l'entraînement bien sûr serait vraiment colossal. Ok, on change de thème, on va désormais voir certains personnages apparus durant l'arc de Thriller Bark et on commence par Kuma. Son surnom de tyran lui a été accordé bien avant de devenir révolutionnaire. Personnellement, je me suis toujours demandé en quoi c'était un tyran, que ce soit son apparence et sa mentalité qui montraient toujours quelqu'un de calme ou même sabot qu'il considérait d'ailleurs comme une personne aimante. On est très loin quand même de la définition d'un tyran. S'il a été soumis et réduit en esclavage par les dragons célestes, c'est principalement à cause de l'aide qu'il a apportée aux Mugiwara après que Luffy ait frappé un Tenryubito. Et je pense que si Luffy savait ça, il claquerait tout à Onigashima pour aller lancer un assaut sur Marijoise instantanément et sauver Kuma. Gekko Moria. La faiblesse de ses pouvoirs ont fait que le gouvernement a décidé de le retirer du groupe des Shichibukai. Effectivement, quand on regarde de plus près, ses pouvoirs servent uniquement à contrôler une armée. Individuellement, Gekko Moria n'est pas ce qu'il y a de plus fort. Quand même, le retirer des Shichibukai est assez sévère puisqu'il possède quand même une très grande force. D'ailleurs, on le voit dans la news suivante. Dans le but de créer une armée, il a récupéré des corps de puissants guerriers partout à travers le monde qu'il a stockés sur Thriller Bark, tel Ryuma. Et encore une fois, je sais pas si on se rend compte réellement des exploits que ce type a rencontrés. Que ce soit de survivre face à Kaido ou même récupérer des personnages légendaires comme Ryuma donc, ou même Captain John qui faisait quand même partie des Rocks, l'équipage de 3 empereurs. Absalom, il est bel et bien considéré comme mort, tué par l'équipage de Barbe Noire. Ainsi, peu aucune chance de le voir apparaître dans l'œuvre. Oz a créé un pays de bandits en accumulant plusieurs morceaux d'autres pays ensemble. Ce pays semble toujours exister et il aurait été créé il y a de cela plus de 500 ans. D'après la traduction d'Arthur, la façon dont pays est écrit laisse sous-entendre que ça serait Wano Kuni, ou du moins que ça ait un lien. Et c'est vrai que si on reprend la carte de Wano Kuni, on peut effectivement distinguer les multiples régions toutes séparées par une rivière. Oz étant connu comme le transporteur de continents, il est vrai que ça colle plutôt bien avec les dispositions de Wano Kuni. D'autant plus que ce pays a un climat différent à chaque région et comme vous le savez, chaque île de Grand Line possède sa propre atmosphère. Certaines sont enneigées tandis que d'autres
autres sont ensoleillés. Sur Wano, Ringo est particulièrement enneigé, tandis qu'Udon par exemple a un soleil très présent rappelant une canicule. À cela on rajoute l'île d'Onigashima juste à côté qui signifie l'île des démons, soit exactement la dénomination d'Oz surnommée le démon. Au final on obtient une hypothèse qui tient vraiment la route et qui ferait que Wano Kuni soit le pays de bandits qu'a bâti Oz il y a de cela plusieurs centaines d'années. Et c'est peut-être ça le véritable seul défaut de cette théorie, la date de création de ce pays. En effet, s'il a été créé il y a plus de 500 ans, ça reste quand même assez récent sur l'échelle du monde. Il est vrai que nous n'avons pas eu encore assez de recul sur combien d'années date Wano Kuni, mais rares sont quand même les pays aussi jeunes que lui. Quoi qu'il en soit, nous apprendrons sans doute tout ça à la fin de l'arc, et j'ai bien hâte. Pour finir avec Oz, Oz est 3 fois plus grand que les plus grands géants d'Elbaf et possède également des atouts supplémentaires tels que des crocs ou des cornes. Passons désormais à Ryuma qui porte l'épithète Shimotsuki. Encore un lien avec Wano, décidément, puisque Shimotsuki est le nom d'une famille influente de Ringo. Un de ses membres aura d'ailleurs quitté le pays pour se rendre sur Izu et créer le village Shimotsuki, village natal de Zoro. Après de multiples batailles, sa lame Shusui est devenue une lame noire. C'est ce que nous a raconté Gyokimaru et ça l'est une fois de plus confirmé ici. D'ailleurs, Itetsu a averti Zoro à ce sujet et concernant ses lames qu'il devra également rendre noires. Est-ce donc lié au haki ou à autre chose? Personnellement, j'ai toujours pensé que ça avait un lien avec le haki. Cependant, en regardant l'anime de Wano Kuni, le premier épisode nous a montré comment le Shusui a été dérobé à Zoro. Celui qui avait tout planifié pour récupérer cette lame légendaire a tenu un discours très intéressant sur les katanas en disant que c'est dans le sang humain que sont forgées les meilleures lames. Cet épisode nous aurait indiqué l'origine des lames noires qui deviendraient de cette couleur simplement en étant trempées dans le sang de ses victimes. Plus encore, et si les lames devenaient noires après avoir trempé dans du sang de dragon? Oui, car à un certain point de sa vie, Ryuma a coupé et tué un dragon au-dessus de la capitale de Wano Kuni. Normalement, il fait ici référence au dragon que le jeune Ryuma aurait découpé dans Monster, l'une des premières histoires d'Oda. Ce dernier a confirmé que les deux Ryuma sont effectivement les mêmes, et il se peut alors que cette ville-là fut l'ancienne Wano Kuni. Bref, ce n'est pas réellement le sujet, là où je voulais en venir c'est que le principal fait d'armes de Ryuma est d'avoir tranché un dragon, autant dans Monster que dans One Piece. L'autre particularité est qu'il possède une lame noire. Les deux éléments pourraient-ils être donc liés? En ultime indice supplémentaire, nous avons Mihawk. C'est bien le seul qui possède une lame noire, autre que Ryuma, avec son Kokuto Yoru. Et là du coup, vous allez me dire, ouais mais il n'a pas tué de dragon Mihawk. Eh bien justement, rien n'est moins sûr. Il faut savoir que Mihawk se prénomme Dracul Mihawk. Le nom Dracul nous fait forcément penser au conte Dracula et à l'aura sombre autour de lui qui est sans doute une référence d'Oda. Eh bien figurez-vous que Dracula signifie en réalité dragon ou fils de dragon. Donc il se peut que Mihawk ait bel et bien un lien avec un dragon dans One Piece qui soit à l'origine de cette lame noire, tout comme pour Ryuma. Vous devez forcément penser au dragon que Zoro a découpé sur Punk Hazard, et vu qu'il s'agit là d'une créature artificielle, il ne peut vraiment être considéré comme tel. Ainsi c'est peut-être en affrontant Kaido avec tous les autres que le Enma de Zoro s'éveillera en lame noire. Si cela n'a pas marché lorsqu'Oden a attaqué l'empereur, c'est peut-être simplement car il n'est pas parvenu à le vaincre comme le rituel l'impose, ou que le sang n'a tout simplement pas assez coulé, comme le disait le voleur du Shusui. Finalement c'est parti en mini théorie, mais ça fait plusieurs semaines que je voulais vous en parler. Si vous voulez, on développera tout ça dans une vidéo dédiée et avec un petit peu plus de détails. Et pour finir avec Ryuma, il est né dans la région de Ringo, sur Wano Kuni, et y a été enterré avec son sabre comme la culture de la région le voulait. On passe au CP9 désormais. Oda a surnommé l'île sur laquelle le CP9 s'est entraîné Guanhao, en honneur au lecteur qui a reconnu le lieu auquel Oda s'est inspiré, Wenzhou en Chine. Quelle consécration quand même d'apparaître dans une histoire qui te fascine. YouTube pourrait m'offrir un seul cadeau, ça serait bien lui, d'apparaître d'une façon ou d'une autre dans One Piece. Tous les membres du CP9 ayant rejoint le CP0 possèdent désormais le haki de l'armement et l'observation. Kaku a toujours été passionné par le métier de charpentier, la proposition d'infiltrer la Gale et la compagnie a pour lui été la consécration d'un rêve d'enfant. Ça c'était la petite info cute de la vidéo. Blueno est un assassin hors pair grâce à son fruit du démon qui lui permet d'infiltrer n'importe quel endroit en apparaissant où bon lui semble. Jabura, rien d'intéressant sur lui sauf si sa vie de couple vous intéresse, ce dont je doute très largement. La technique de Fukuru, lui permettant de mesurer la puissance d'un autre en Duriki, ne vient pas d'un fruit du démon ou quoi que ce soit, mais qui est juste une capacité liée au Rokushiki. Et la carte de Spandam mentionne que c'est tellement un enfoiré qu'il n'hésiterait pas ni à frapper une femme ni un enfant s'il en a l'envie. Voilà, ça c'était juste histoire de générer encore un peu plus de haine envers ce personnage qui n'a jamais servi à rien du début à la fin. Pour le reste de la marine, la gentillesse et la bravoure de T-Bone est inégalée dans la marine, il est l'un des rares à pouvoir se sacrifier pour les autres, d'ailleurs son objectif est de faire 100 bonnes actions par jour. Momonga quant à lui est devenu le commandant de la base G1, la base principale de la marine après Marineford. On change totalement de registre maintenant pour passer à Carrot. Elle a été entraînée durement par Pedro, depuis son plus jeune âge il lui a appris à maîtriser sa forme Sulong, alors que normalement ce pouvoir requiert énormément d'expérience pour être bien maîtrisé. Donc pour son âge, Carrot est ce qu'on pourrait appeler une prodige, tout simplement. Elle possède une agilité incroyable au point d'être capable de brièvement flotter dans les airs lors de ses attaques. Chose qu'on a vu face à Zoro notamment, confirmant d'autant plus que sa puissance, malgré le peu d'expérience qu'elle a, est énorme.
Wanda semble être liée à Inuarashi d'une certaine manière, notamment parce qu'elle est autorisée à chevaucher sa monture personnelle, mais aussi parce qu'elle possède les habits royaux du pays. Et là je dois avouer que c'est une info qui m'a trituré l'esprit. Étant donné qu'il a 40 ans et qu'elle en a 28, difficile d'imaginer une relation père-fille, cela pourrait donc sous-entendre qu'elle et lui sont amants. Bon, ça reste autour de la vie privée des personnages, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais au moins ça nous les fait voir d'une façon un petit peu différente. Pedro, il a toujours été prêt à mettre sa vie en jeu pour ce en quoi il croit, expliquant d'ailleurs pourquoi il porte toujours un pack de dynamite autour du corps. Alors, Oda, désolé, mais justifier la dynamite qu'avait Pedro de cette manière, c'est pas ouf, hein. Non, parce que Zoro est toujours prêt à mettre sa vie en jeu pour Luffy par exemple, pourtant il a aucune ceinture d'explosifs autour du corps, enfin du moins je crois. Surtout que bon, concernant Pedro, c'est pas comme s'il avait réussi à vaincre Perospero, voilà. En tout cas c'est un petit peu bizarre cette façon de justifier son côté kamikaze. En tout cas, Pedro était convaincu que Luffy apportera l'aube au monde en devenant le roi des pirates. Sa première prime était incroyablement élevée en atteignant les 382 millions de berries. Elle est justifiée par sa chasse aux poneglyphes remontant à plus de 15 ans en arrière. Nouvelle petite info cute du jour, ses plats préférés sont les lasagnes et les os, qui sont respectivement donc les mets préférés de Nekomamushi et Inuarashi. La raison à cela est très simple, en aimant ces deux plats, il prouve la loyauté qu'il a envers les deux rois de Zou. Voilà. Le boss. Pour finir, il devait être à l'origine un méchant. Et c'est vrai qu'on ressent un peu cette influence qu'avait Oda en regardant son introduction. Beaucoup avaient pensé qu'il ne serait pas forcément un allié, et c'est entièrement justifié par le ton très sombre autour de lui. Concernant les mousquetaires, Sicilian est de très loin le plus puissant de tous les mousquetaires d'Inuarashi. Nous avons d'autres infos sur Inuarashi et Nekomamushi, mais qui nous apprennent rien de particulier, malheureusement. Entre dire qu'ils sont incroyablement puissants, qu'ils ont l'acquis et qu'ils ont voyagé avec Oden, voilà, rien de bien fou ou d'inconnu à ce jour. Et on clôt l'histoire des Minks avec Zunesha. Le village de Mokomo a été fondé sur le dos de Zunesha bien avant qu'il soit condamné à marcher pour l'éternité pour le crime qu'il avait commis. Ce qui veut dire donc plusieurs choses. Soit cette principauté existait avant que les Minks viennent sur Zunesha et donc qu'un autre peuple y habitait, soit qu'à l'époque où les Minks ont commencé à vivre sur Zunesha, il y a approximativement 1000 ans, eh bien Zunesha n'était pas encore banni pour l'éternité. Donc certains Minks pourraient éventuellement être la cause du bannissement de Zunesha et du crime qu'il a commis. Un peuple aussi isolationniste qu'eux aurait dû avoir connaissance des méfaits de Zunesha, surtout s'il vivait déjà dessus à l'époque. C'est pourquoi je pense que tout comme le gouvernement mondial avec l'ancien royaume, certains Minks ont mal utilisé Zunesha ou quoi que ce soit, ce qui lui a valu son bannissement et cette histoire aura été effacée des annales du pays. En vrai ça doit être beaucoup plus compliqué que ça et je dois avouer que ce sujet me dépasse entièrement et j'ai vraiment du mal à trouver une idée qui me convient. Le bannissement de Zunesha, sachez-le, ça m'en rend fou. Jack, c'est confirmé, il est bel et bien un homme poisson, voilà. Même pas hybride, hein, voilà, il est juste full homme poisson, expliquant pourquoi il n'est pas mort noyé quand Zunesha la tège avec sa trompe. Et il n'a que 28 ans, voilà, c'est ce qui fait que lors de l'exécution d'Oden il y a 20 ans, logiquement il n'en avait que 8. Est-ce qu'il était déjà dans l'équipage? Pas encore, voilà, je me mets même à m'intéresser au background de Jack grâce au Vipcard, c'est terrible quand même. Malgré la terreur qu'il représente auprès des citoyens, Jack est très calme et réservé, ce tempérament lui vient des abus constants qu'il subit de ses frères plus âgés, King et Queen, ainsi que de Kaido, le rendant effrayé face à eux. Voilà, j'avoue, ça m'a fait un petit peu de peine de savoir se faire martyriser. Par contre, rien ne dit qu'ils sont vraiment frères biologiques pour le moment. Chip, Ed et Jinrumi semblent être considérés comme morts. Et là, j'avoue que ça a été une info qui m'a choqué, hein, même si ce sont de parfaits randoms. Je veux dire, Oda a tellement eu du mal à faire mourir ses personnages que quand il fait, j'ai toujours du mal à le croire. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ils ont dû sombrer en même temps que Jack après l'attaque de Zunesha dont on parlait plus tôt. Donc Zunesha a vraiment tué un paquet de monde, hein, au final avec sa simple attaque. On change encore totalement de registre avec Weeble. Le point faible de Weeble est ses jambes. Voilà, donc si vous le rencontrez, une petite baguette et c'est bon. Dommage que les alliés de Barbe Blanche n'ont pas pu acheter les Vipcards plus tôt. Après l'annonce de la mort de Barbe Blanche, Weeble a juré de le venger et de stopper Barbe Noire. Bakin, elle, apparemment, elle s'en fout totalement, donc ça prouve qu'elle en a juste après l'héritage de Newgate et non dans un désir de vengeance pur et simple. Bakin a pris la mer il y a 35 ou 40 ans aux côtés de Barbe Blanche, Weeble est né peu de temps après. Et là, forcément, cette info m'a fait réfléchir puisque tout porte à croire que Barbe Blanche, il est finalement réellement le père de Weeble. Il a une puissance similaire à lui-même est persuadé d'être son fils et il est né alors que sa mère voguait sur le même bateau que le futur empereur. Donc sauf s'il s'agit d'un autre pirate important, hein, il se peut bel et bien que Weeble soit le fils biologique de Barbe Blanche. En tout cas, beaucoup de choses correspondent et puis comme l'a bien dit Marco, personne n'était au courant des histoires de cœur du vieux. Donc ça peut très bien être son fils sans qu'on le sache réellement jusqu'à ce qu'Oda décide de nous dévoiler toute l'histoire. En tout cas, il est bien noté et précisé que Weeble est si puissant qu'il a détruit les alliés de Barbe Blanche avec une facilité déconcertante. Même pour un Shichibukai, sa force est donc ahurissante.
Et on va finir avec l'univers de Big Mom et ceux étant apparus à Whole Cake Island. Mother Caramel n'est pas considérée comme morte mais bien disparue, d'ailleurs son fruit du démon, le Soru Soru no Mi, n'est même pas spécifié dans les pouvoirs de Big Mom. Toujours autant de mystères autour de Mother Caramel, hein, pareil ça bouge pas et Oda ne nous aide absolument pas. Si Big Mom est Yonko, c'est principalement grâce à sa force, oui, mais aussi à Strusen qui aura tiré les ficelles dans l'ombre. Ce mec donc a corrompu Big Mom en tant qu'enfant, sinon elle aurait été bien plus pacifiste que la Big Mom que l'on connaît actuellement. Évidemment, elle possède les 3 formes de Haki. Brook a été le tout premier à blesser Prométhée depuis son existence, et ça c'est mon Soul King gars. Brook, le MVP de Whole Cake Island, c'était vraiment que des masterclass. Katakuri. Il est né il y a 48 ans avec Daifuku et Oven alors que Big Mom voguait en tant que pirate. C'est dans sa folie pour les donuts que Katakuri s'est ouvert la bouche. Bien volontairement, je vous rassure. Il a appris à utiliser en combinaison son fruit du démon et son Haki de l'armement, faisant de lui un personnage d'ailleurs très à l'aise sur tous les plans du Haki finalement, armement ou observation. Il était vraiment doué notre bon vieux Kata. Hein. D'ailleurs, il est supporté par Daifuku pour devenir le prochain leader des pirates de Big Mom. Et ça c'est une très bonne info hein, puisque ça va totalement dans le sens de ma théorie, disant que lorsque Big Mom chutera, ça sera lui qui reprendra les rênes de l'équipage. Les Vinsmoke désormais. Oda avait bien prévu de faire un 5e frère dans la fratrie Vinsmoke qui se nommait Goji. Il était censé être un jumeau de Yonji. Ouais non mais j'ai mis ça hein, mais c'est d'une tristesse, genre t'imagines Yonji c'est le plus insupportable de tous en plus. Je sais pas, j'aurais mérité un truc badass quand même, je sais pas, le fils caché de la famille qui a développé le pouvoir des 5 autres. Venez, j'ai une idée les bros, on fait une pétition pour qu'Oda rajoute ce personnage. Goji, le seul Vinsmoke avec le pouvoir de tous les autres. Oui, bon, je me suis peut-être un petit peu emballé, ouais, effectivement. Bref, Reiju, comme ses autres frères excepté Sanji, n'a pas d'émotion. Si elle en montre, c'est grâce à Sora, leur mère, qui aura pu prendre le temps de lui apprendre l'empathie et d'autres sentiments. Dans sa jeunesse, Judge Vinsmoke a quitté le royaume Garma pour poursuivre ses recherches scientifiques en mer avec Vegapunk. Morgan's Big News est bel et bien un humain, mais qui possède le Zoan de l'Albatros. Du coup, maintenant, en sachant ça, j'ai juste envie de connaître sa véritable apparence. Ben, je sais pas, il doit quand même vachement complexer pour préférer ressembler à un albatros plutôt qu'à son état d'humain. En tout cas, il est persuadé que celui qui deviendra roi des pirates se trouve parmi ceux de la pire génération. Et je trouve ça toujours très ironique de voir à quel point Oda reste évasif. Jamais il n'a réellement confirmé par les mots d'un autre que les Mugiwara que le fils sera vraiment le roi des pirates. Peut-être qu'il nous réserve une surprise et que le prochain vrai roi des pirates ne sera pas directement Luffy, mais bien un autre. C'est sur Pound que cette vidéo va se terminer. Il n'est pas confirmé comme décédé, mais c'est hautement sous-entendu. Et là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que si tous les personnages sont autant morts que Pound, eh bien on risque bientôt de revoir Ace, Barbe Blanche, voire même Roger et Corazon dans très peu de temps. Et voilà les bros, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, elle et les autres d'ailleurs. J'espère qu'elle vous aura plu et par-dessus tout que vous êtes prêts pour la suite parce que là les petits potes, on va passer à un stade supérieur, ok? Si vous voulez me soutenir, je n'ai rien d'autre à vous demander de plus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou même de liker cette vidéo, voilà, si elle vous a plu. Pas d'argent, c'est vraiment ça la plus grande récompense. Merci à tous, passez un très bon week-end ou une très bonne semaine, et bro, peace.